Alors, je souhaiterais attirer votre attention sur, a priori, la liturgie de Pessah qui est toujours intéressante concernant le soir du Seder. Vous vous rappelez que quand nous avons l'habitude de faire le Hallel, n'est-ce pas, dans la synagogue, et bref, à Rosh Chodesh, jour de fête, etc., le Hallel est dit d'une seule traite, il y a une bénédiction avant, on s'efforce de ne pas parler pendant le Hallel, parce que justement, ça fait partie, c'est une prière, ce sont des mizmorim, les télim qui sont compilés l'un avec l'autre. Donc, encore une fois, c'est une entité à part entière qu'on ne peut pas séparer. Ce que je vous dis, c'est vrai, sauf le soir du Seder. Le soir du Seder, je ne parle pas du Hallel qu'on fait à la synagogue, mais le Hallel qu'on fait à la maison. On le fait après le repas. D'accord. Justement. Non. Il y a une première partie du Hallel qui est avant le repas. C'est Hallel, c'est dans le Hallel. C'est partie du Hallel. Il y a une première partie du Hallel qui est avant le repas, avant le Shulchan Aruch, et puis une deuxième partie qui est après le Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'après le repas, après la Birkat Hamazon. Mais ça veut dire, et ce n'est pas un hasard que ce Hallel soit séparé en deux, parce qu'en réalité, eh bien, il y a deux noms qui sont donnés à ces Hallel. Le Hallel qui est après le repas, non seulement c'est la deuxième partie du Hallel, mais en plus de cela, il est allongé. C'est-à-dire qu'on rajoute Nishmat Kolcha, etc., dans ce Hallel, qu'il est Olam Chasdo, etc. Le premier Hallel, qui est donc avant le repas, il est appelé Hallel Mitzri, le Hallel égyptien. Le deuxième Hallel, il est appelé le Hallel Agadol. Et il fait référence à la délivrance du peuple juif dans le monde futur. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais en réalité, ces deux dimensions-là du Hallel, elles sont déjà induites dans le cœur du Maguid, dans le cœur de la Haggadah. Vous avez les Chachamim, n'est-ce pas, qui sont en train de se demander, est-ce que nous continuerons à proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, à évoquer le souvenir de la sortie d'Égypte au moment où on fêtera Yom HaAtzmaut. D'accord? La question qui est posée, on peut reprendre, si vous voulez, pour se remémorer le contexte, dans la Haggadah elle-même, où il est dit clairement, nous allons le revoir rapidement, je n'ai pas pensé ouvrir, mais c'est important parce que comme ça vous avez ça aussi en tête au moment où vous allez le lire. Aîné. Donc, Amar Rabbi Azar ben Azaria, Anike ben Shirim Shana, Rabbi Ben Azaria, il avait 18 ans, il en a comme 70, parce que c'est le Gilgul de Shmuel Hanavi, 18 plus 52, ça fait 18 plus 52, ça fait 70. C'est ici. Vélo Zachiti, j'étais amer, Yetziat Mitzraïm, Balelot. Eh bien, je n'ai pas, dans ce débat, dans le Bet Midrash qui a eu lieu, dans cette discussion au Bet Midrash, je n'ai pas eu le privilège de comprendre pourquoi, quel est le sens, pourquoi est-ce qu'on dit, qu'on rappelle la sortie d'Égypte la nuit. Chedarsha Ben Zoma, jusqu'à Baruch Hashem, la dracha du Chacham Ben Zoma, qui lui, justement, va expliquer. On a l'obligation de se rappeler de la sortie d'Égypte. Leman tiskoret yom tzetrameret mitzraim. On a l'exigence, la mitzvah de proclamer tous les jours le souvenir de la sortie d'Égypte. Petite parenthèse, je rappelle que tous les jours on se rappelle la sortie d'Égypte. Le soir de Pessah, on ne se rappelle pas de la sortie d'Égypte, on sort d'Égypte. D'accord? C'est fondamental, c'est une nuance entre les deux. En tous les cas, les man tiskor et yom tzetra meret mitzraim, kol yemei chayecha. C'est le verset. Que va dire le Chacham Ben Zoma? Yemei chayecha ayamim. Nous savons que nous devons nous rappeler de la sortie d'Égypte le jour. Mais comme il y a écrit kol yemei chayecha, alors il est clairement indiqué que ce n'est pas que le jour, mais aussi la nuit. S'il y avait écrit yemei chayecha, je comprends qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte que le jour. Mais comme c'est écrit Kol Yemei Chayecha, donc, nous dit le Chacham, eh bien, ça comprend aussi la nuit. Kol Yemei Chayecha, Alelot. Premier sens. Sens le plus obvious. Tout ce que je vous dis se retrouve dans le traité de Berachot. On va en voir une partie aujourd'hui, dans la Gemara. Sauf que la continuité de la suite de la Haggadah, Vechachamim Omrim, qui est caché derrière, bien évidemment, dans cette notion de jour et de nuit,
c'est la galoute et la Géoula. L'obscurité de l'exil dans lequel nous avons été et au moment de la délivrance de notre peuple. Achachaim omrim, yemechayecha olamazé. Ce monde-ci. Kol yemechayecha, la ville, imot HaMashiach. Kol yemechayecha. Est-ce qu'on doit se remémorer de la sortie d'Égypte, comme je le répète, au moment de Yom Ha'atzmaut? Vous allez me dire, c'est quoi cette propagande sioniste encore, Yom Ha'atzmaut? C'est par rapport avec la ville et Imot HaMashiach. Bon, évidemment, je sais ce que vous avez en tête. Vous vous rappelez bien évidemment du Rambam dans le Perek Chelek, où on rappelle que la seule différence, n'est-ce pas, entre l'exil et la Géoula, c'est Shi'abut Malchuyot Bilvad. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons une indépendance politique en Eretz Israël, nous sommes Yemot HaMashiach. N'est-ce pas? Et comme le Rambam était sioniste, donc ça va. Ça coule, c'est normal. C'est-à-dire, mais donc c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, on est en train de s'interroger réellement sur la place du souvenir de la sortie d'Égypte au moment où nous vivons la Géoula. Shi'abut Malchuyot. Quand on est libéré des nations, du joug des nations. Mais donc, derrière cela, il y a malgré tout quelque chose qui est important. On a souvent l'habitude de mettre en parallèle la sortie d'Égypte et la Géoula du futur. Sauf que la sortie d'Égypte s'est faite assez rapidement, alors que la dernière délivrance se fait justement plutôt lentement. La différence, elle est rapide quand même malgré tout, parce que quand même en 100 ans que l'État d'Israël a réussi à atteindre, c'est extraordinaire. Mais elle n'est pas aussi rapide. On parle des plaies d'Égypte, elles ont duré, certains disent même 6 mois. Le Rabbi Shimon va dire que ça a duré 1 an les plaies d'Égypte, mais en 1 an, tac, c'est pesé, c'est fini. Et Megillat Esther, comme vous vous rappelez, en 3 jours, c'est fini. Moi, je ne me rappelle pas la sortie d'Égypte, mais il n'y a pas un jour sans que je pense au miracle d'être là où je suis. J'ai bien dit pas un jour. Mais tu as... Il faut que je pense aux sorties d'Égypte. Oui, mais c'est là. Ce qui est important, c'est que, comme on a dit, il y a 2 parties dans le Hallel. Ça veut dire que malgré tout, malgré le parallèle qui existe entre la sortie d'Égypte et la délivrance que nous sommes en train de vivre actuellement, il semble que si elles sont séparées, c'est qu'elles ont malgré tout un rôle différent. Sinon, elles ne seraient pas séparées. Il n'y aurait pas besoin de séparer, en tout cas de les nommer différemment. De cela, je vous propose de regarder dans la source numéro 1 que vous avez devant les yeux, à savoir Enaya. Je rappelle Enaya, ce sont les Haggadot de l'Agmara qui ont été commentés, n'est-ce pas, par Aya, donc par le Rav Kook, Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et comme vous le trouvez ici dans Masechet Brachot, il nous dit Amar le Benzoma, les Rachamim, et qui maskirim Etziat Mitzrayim, l'imot HaMashiach. On va continuer à parler de la sortie d'Égypte quand il arrive le temps messianique. Vas-y, je t'écoute. Donc, immédiatement, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter de penser à la sortie d'Égypte. Même si tu as besoin d'être éclairé. C'est peut-être grave dans la mesure, je l'imagine comme ça, dans le futur lointain, est-ce que les gens ne risquent pas d'oublier la sortie d'Égypte? C'est marrant parce que j'ai fait ce cours en hébreu aujourd'hui, c'est dans un classe, et je vois, c'est la même question qui est posée. C'est génial. Non, mais c'est impressionnant ça. En fait, ça relève d'une première problématique qu'il faut avoir en tête. On va remonter un peu en arrière avant de continuer. Pour quelle raison le monde a-t-il été créé? Pour quelle raison le monde a-t-il été créé? Dès qu'on a compris ça, on a tout compris. Le monde n'a été créé que pour une seule chose. Il n'a été créé que pour Yom Ha'atzmaut. D'accord? Je m'explique. Le monde a été créé pour que Akash Borou puisse résider sur Terre. Oui, mais c'est ça. Mais c'est Yom Ha'atzmaut. Qu'est-ce que j'appelle Yom Ha'atzmaut? Yom Ha'atzmaut, dans l'état actuel des choses, il n'est pas encore justement le jour auquel nous aspirons. C'est-à-dire que Yom Ha'atzmaut n'est pas encore un Yom Tov complet. Pour 1001 raisons. Parce que la Géoula n'est pas encore totalement accomplie. Mais le monde a été créé Réchit pour Réchit. Qu'est-ce qui est appelé Réchit? Israël. Donc, le monde a été créé pour que Akadosh Baruch Hu et Israël s'éclatent. D'accord? C'est pour ça qu'il a été créé.
C'est pour qu'on puisse dire à Kadosh Baruch Hu à la fin du Seder, Habibi, et qu'il réponde Habibi. Ça s'appelle en hébreu moderne Shir HaShirim. Ah non, j'aurais dû passer le bruit. Non, Je suis désolée, non, bon, regarde. Habibi di Ali, Anawa Habba, qu'est-ce que tu veux, en hébreu. Mais c'est ça le but. Donc, toute la finalité de l'histoire, elle ne prend son sens que dans la mesure où le peuple juif, encore une fois, est installé sur sa terre, animé par le Kodesh. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. On n'est pas sorti d'Égypte a priori pour recevoir la Torah, même si, encore une fois, évidemment, la Torah a une valeur extraordinaire. Sauf qu'il n'y a pas écrit Kimit Sinai, etc. Il n'y a pas écrit Kimit Brooklyn, etc. Il n'y a pas écrit Kimit Paris, etc. Lomit Tlemcen, Lomit Pauline. Non, Kimit Sion, etc. Ou Dvar Hashem Yerushalayim. Mitor Yerushalayim. La finalité de la Torah, la finalité du monde, évidemment invoquée et évoquée par la Torah, c'est la rencontre intime entre le Créateur et la créature. Donc, ça veut dire que quand je dis que la finalité, c'est Yom Ha'atzmaut, puisque la volonté d'Akash Baruch Hu, c'est de siéger sur terre. Donc, tout a été œuvré pour que on arrive à ce moment-là. Maintenant, quand on évoque la sortie d'Égypte, on n'a pas encore fini. Et la preuve, j'ajoute, que quand on est sorti d'Égypte, que malheureusement, il y aura d'autres exils après la sortie d'Égypte, alors que nous avons la certitude qu'après le 5 Iyar, il n'y a plus d'exil. C'est un fait établi. Et j'ajoute que quand on est sorti d'Égypte, eh bien, il va falloir arriver à la conquête d'Eretz Israël par Yehoshua pour que soit dit cette expression que Akash Baruch Hu a mis fin à la honte égyptienne. Cherpat Mitzrayim. Ça me ketz la Cherpat Mitzrayim. Ça veut dire que malheureusement, quelque chose qui est absolument terrible qui s'est produit pendant ce périple dans le désert du Sinaï, ça a été notre errance pendant 40 ans. On aurait dû sortir d'Égypte et rentrer en Eretz Israël. Donc la finalité de la sortie d'Égypte n'a pas été là où elle devait être. D'accord? C'est à ce niveau-là que je dis que Yom Ha'atzmaut a une valeur extraordinaire et qu'il faut savoir, encore une fois, le mettre dans son sens. Et pourquoi? C'est pas pour le principe de la sélection? Sélection. 40 ans. Sélection de quoi? Des Juifs? Non, pas des Juifs, mais ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a beaucoup qui ne voulaient pas, qui changent, qui ont bougé. La Si je génération, ne veux pas aller de ce côté, je vais aller de l'autre. n'importe, la génération qui est sortie d'Égypte, qui a pris sur elle de mettre l'agneau sur le fronton des portes en Égypte, c'est la génération qui est la génération extraordinaire qui a reçu la Torah. Et donc cette génération, elle est extraordinaire. Maintenant, si tu commences à me dire pourquoi est-ce que... Et le Vaudor, alors c'est quoi? C'est bien qu'on commence à mélanger les choses. Alors, avant de... Moi, je vais être... Maintenant, j'ai truc. Tu veux comprendre le Zovodor? Benita.com. J'ai fait ce traité de ce sujet. J'ai expliqué que les Goïms nous ont influencés. Je ne vais pas revenir dessus. D'accord? On ne va pas en revenir là-dessus. Mais bien, tu veux comprendre la problématique du Vaudor, je t'en supplie, tu cherches Vaudor, benita.com. C'est un autre cours. Là, je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux rentrer, par contre, ce qui est très important, c'est que cette génération-là est la génération qui a reçu la Torah au Sinaï. Donc, si Akash Baruch Hu a accepté de rencontrer Am Israël, c'est que cette génération-là est extraordinaire, 3 mois après. Par contre, ce qui est important, et ce n'est pas un hasard si j'ai dit Habibi, parce qu'il faut se rappeler que la jeune femme, n'est-ce pas, qui veut retrouver son mari, elle doit se purifier pendant 7 jours. Le 7, ce qu'on appelle Shiva Neki'im. Pendant ces 7 jours, elle se purifie, elle va au mikvé, elle retrouve son mari à l'aube du 8e jour. Et ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est quand même important, ce qui se passe le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire ce qui se passe le lendemain de Pessah, ou Memachrat Shabbat, ou Sfartem et Omer, on est en train de compter pas les 7 jours, mais les 7 semaines pour pouvoir bien retrouver notre bien-aimé. N'est-ce pas? Ça, c'est le Sfirat Omer auquel on arrive tout de suite après Torquedé Pessah. C'est les 7 jours de purification. D'Akash Baruch Hu, il y a tellement d'amour pour Am Israël que la fiancée, elle sort même en état d'impureté. Et je vais revenir à cela parce que c'est fondamental pour comprendre cette dimension de la sortie d'Égypte et aussi la sortie, j'ai envie de dire, des Égyptes. Regardez ce que nous dit le Rav. Beyetziat Mitzrayim. Voilà.
Et là, Shiabud Malchuyot Ikar, vous voyez ce que dit Benzoma. Shiabud Malchuyot Ikar, c'est ce qui va être tranché dans la halakha, ce que vous nous dites avec Raphaël justement. Veyetziat Mitzrayim tafel lo. Ça veut dire que va venir la période historique où la valeur de de Pessah, elle ne va pas être abrogée, mais elle va avoir beaucoup moins de sens et beaucoup moins de valeur et beaucoup moins beaucoup moins d'importance que Yom Ha'atzmaut. C'est quand même assez intéressant de se rappeler, surtout cette année, où Pessah commence à Motzei Shabbat. C'est quelque chose qui, moi, m'interpelle au plus haut point. Qu'est-ce qui devrait se passer si je vous avais parlé de ça, mais je n'ai pas parlé de ça sur le Corban Pessah. C'est vrai que c'est la fin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si on était dans cette situation, et ce qu'on devrait, amener le sacrifice de Pessah au Beth Amikdash, comment on fait cette année alors que c'est Shabbat? Eh bien, Pessah Doché Shabbat, c'est un clash, c'est une génération dans la halakha. On est tous à Yerushalayim, samedi midi. Pessah repousse les interdictions de Shabbat. Ah, D'accord? Ça veut dire qu'a priori, samedi midi, oui. pas le samedi midi à peu près jusqu'à samedi soir avant la fin de Shabbat, tout le peuple juif qui est donc installé à Yerushalayim, puisque pour la fête de Pessah, les 3 fêtes, il monte au mont du Temple avec son agneau bien portant, tac, shrita, dépecement de la peau, et on commencera à le cuire Motzei Shabbat. Et il va cuire toute la nuit pour qu'à la fin de la nuit, on mange le kazaït, on mange la petite partie pour le afikomen. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'à priori, puisque c'est encore ce qui se passe dans le Beth Mikdash de manière générale, et pour le commun des mortels qui vient de l'extérieur, en aucune manière on pourrait penser faire une shrita le Shabbat. Mais pour le Korban Pessah, on le fait. Ce que je trouve émouvant, c'est qu'il est arrivé plein de fois où on a repoussé, on ne serait pas obligé de le faire, mais comme on veut que tout le peuple se réjouisse le jour de Yom Ha'atzmaut, alors on est prêt à mettre Yom Ha'atzmaut le 4 Iyar, le 6 Iyar, pour encore une fois, pour essayer d'avoir ça. C'est intéressant par rapport à cette problématique-là. Mais il est fait certain. bien la Brit Mila le Shabbat. Oui, pour la Brit Mila, parce que bien si elle est en son temps, si elle est en son temps, Oui, bien sûr. une Brit Mila qui aurait été Bien sûr. repoussée, elle n'est pas faite. Bien sûr, mais en son temps, elle est faite le Shabbat. D'accord. Pour la Brit Mila, c'est vrai. Tout à fait vrai. Mais justement parce qu'elle n'est pas repoussée. Mais tu ne serais pas du chauffard le Shabbat, sauf dans le Beth Amikdash. Tu ne prendrais pas les 4 espèces de Hadas et ça, sauf dans le Beth Amikdash. Mais pour Merci. ça, c'est une bière si importante qu'on est prêt en fin de Shabbat pour ça. D'accord? Pour montrer à quel point c'est important. Et c'est fondamental. Attends, le fait est, c'est que Beyetziat Mitzrayim, je prends les propos du Rav, Beyetziat Mitzrayim, Zachou Israël, Lecheruta. Israël a clairement pu atteindre la liberté, n'est-ce pas, en sortant d'Égypte. Il y a, comme j'ai coutume de l'expliquer, une petite erreur dans, il y en a quelques-unes, il y en a une qui est quand même grossière, dans la Megillat Ha'atzmaut, dans le Ben Gurion. Quelle est cette erreur? C'est d'avoir dit que le peuple juif était né en Israël. Ce n'est pas vrai. Le peuple juif est né à la sortie d'Égypte. Et c'est fondamental. Et pourquoi ça m'importe beaucoup de le rappeler? Parce que toutes les civilisations se sont construites sur la terre où ils résidaient. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est profondément géopolitique et qui est tout à fait négociable. Sauf que le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël, puisqu'il est hors terre, donc il est absolu. N'est-ce pas? Et c'est ce qui rend la terre non négociable. Quand on considère que la terre d'Israël est la terre historique du peuple juif, eh bien, on nous reproche de dire, bah, ça va, la France, elle n'a pas récupéré la Lorraine, ou je ne sais quoi d'autre, enfin, de la Corse, et toutes les problématiques qui sont posées. Non, parce que notre lien à la terre d'Israël, c'est le peuple hors nature qui est rattaché à la terre hors nature. D'accord? C'est normal, c'est une erreur pareille, puisque tu dis qu'il y a une erreur dans la déclaration de Ben Gurion. Est-ce que c'est normal? Si c'était la seule, Ben Gurion, si il connaît c'était la seule erreur, je serais très content.
C'est-à-dire, il y a une erreur, par contre, qui n'est pas une erreur, mais qui est commise par d'autres, que certains ont tendance à oublier, que l'État d'Israël est un État juif démocratique. Et certains, ils ont oublié le terme juif. Pas grave, bon, j'aime. Israël est en train de le rappeler au fur et à mesure. J'aime pas le mot démocratie. Non, je suis pour le terme de démocratie à la condition que ce soit une réalité qui est choisie par le peuple, tel qu'on l'a appris, pas des Grecs, mais de David Améler, n'est-ce pas? Que le peuple a choisi David, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là où David est nommé roi. Donc il y a une valeur importante. C'est ça le sens profond de la démocratie. Oui. Pas le sens grec, mais le sens hébraïque du terme, c'est ça. D'accord? Et combien de fois il m'est arrivé de dire, c'est vraiment une petite parenthèse, qu'il m'est arrivé de dire que si on va même à la mode grecque, que certaines personnes qui seraient habilitées à voter voteraient, eh bien, je ne suis pas totalement contre ça. Parce que qui je suis pour dire un avis sur l'économie du pays, alors que je n'y connais rien à l'économie. Mais pourtant, j'émets un avis qui peut être tout à fait légitime ou pas légitime. Comment est-ce qu'une personne qui vient de monter en Israël, qui ne connaît rien aux infrastructures en Israël, elle est apte à voter et apte à savoir pour qui voter? D'accord? Tu peux pas faire de sélection. Je dis. À partir de quels critères tu vas sélectionner? D'abord, je vais te dire une phrase qui n'est pas sympathique. D'abord, une personne idiote, elle n'a pas le droit de voter. Bah oui, mais c'est ça. C'est que toi, tu la trouves idiote, elle faudra faire. Je dis, mais justement, il y a une réalité objective. Le Rav Kook avait déjà développé cela. Je vais te dire, il y a une réalité objective, que le Rav Kook avait soulevée, qui est tout à fait judicieuse, et la même que celle du peuple juif au moment où David Améler a rendu la fierté nationale au peuple, à savoir, on pense aux intérêts du peuple. Et ça, c'est quelque chose qui me semble, encore une fois, fondamental et essentiel. Mais encore une fois, je parle sur le prisme de la Torah. Le natif de Vologine, qu'on va d'ailleurs citer tout à l'heure un petit peu, laisse entendre que le seul état politique qui est, semble-t-il, justifié pour le moment, c'est la dimension démocratique. Quand les gens parlent de monarchie, la monarchie au sens hébraïque du terme n'est pas une question de couronne, c'est une question d'un dirigeant politique qui serait légitime et qui serait descendant de David, de Yehuda et donc du roi David. D'accord? On va y arriver à cela. Mais ça prend encore une fois du temps. Bon, ben, on a du mal à savoir qu'il est descendant de David. Je suis très heureux de voir que Baruch Hashem, tu as bien écouté les règles que j'ai fait sur Ichot Melachim du Rambam, où j'ai rappelé ce propos-là et que le Rambam rappelle. Et rassure-toi, ça fait 2 ans, donc ça va, tu as le droit de ne pas t'avoir oublié. Aval, je rappelle que quand on ne sait pas qui est le descendant de David, alors, même s'il était descendant du roi David, mais qu'il n'a pas appliqué les 3 choses qu'il a appliquées, alors ça veut dire que, eh bien, il n'est pas le Mashiach. Mais que si, en revanche, il a fait les 3 choses qui lui incombent et qu'on ne sait pas s'il est descendant du roi David, le fait qu'il ait appliqué ces 3 choses, c'est la preuve qu'il est descendant du roi David. Parce que justement, on n'a pas forcément le source. On se rappelle que le Rabbi de Lubavitch, par exemple, était descendant du Maharal de Prague, descendant du Shla Kadosh, qui sont tous rattachés à David Améler. Et pourtant, étant donné que le Rabbi de Lubavitch, notamment de son vivant, parce que ça aussi c'est quelque chose qui nous importe, que le Mashiach soit vivant, c'est aussi un truc un peu bon, et le fait que le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, n'ait pas tué Mahmoud, n'ait pas balayé sur le mont du Temple, et n'ait pas rassemblé les gens en Eretz Israël, tous les mérites qu'il a, c'est la preuve qu'il n'est pas le Mashiach. En tous les cas, à la sortie d'Égypte, nous avons trouvé notre pleine liberté. Dayenu, Shlemut Atzmam. Nous sommes la complétion totale, mais regardez bien ce qui nous est dit. On est tourné sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la sortie d'Égypte, il était impératif qu'au moment où le peuple juif eh bien, est mûr pour sortir, il va sortir on dit en hébreu, incubator, pas tellement de l'hébreu en fait, c'est d'hébreu brisé. On dit incubateur en français? Ah, ça se dit. Quand le bébé il est né, voilà. Couveuse. Couveuse. Comment tu appelles ça? Une couveuse. Ça. Bon, eh bien, Belashon HaKodesh, c'est incubator. Au moment où on sort, encore une fois, l'Égypte, ça a été ça. L'Égypte, ça a été la matrice, ça a été la vache, sauf que nous, on n'est pas le veau. On est un bébé dans la matrice de la vache.
Donc, on a été rattaché à quelque chose qui nous est totalement étranger. Mais il fallait mûrir pour, encore une fois, être prêt à sortir, être prêt à être naître, être prêt à être fécondé, à pas être fécondé, à naître. D'accord? Donc, c'est ça. Dayenu, shlemut atzmam. Je me permets de vous citer un autre endroit que vous n'avez pas. Je vais citer après ce qui est écrit, ce que vous avez dans le texte. Ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, tout a été fait extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que le peuple juif était en danger. On ne voulait pas nous faire sortir. Il fallait vraiment une politique très minutieuse. Si jamais on avait été pas de manière, que je me retrouve par le biais de Moshe Rabbeinu, si on n'avait pas été suffisamment têtu et prudent, eh bien, l'Égyptien aurait pu nous écraser totalement. Le Midrash dit, nous compare à un oiseau. On met un oiseau dans la main et que si effectivement on est trop virulent, il écrase l'oiseau. Donc il fallait genre vraiment une structure comme ça qui était très dangereuse. Moi, ça aurait pu arriver. Et ça aurait pu arriver. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'était le dieu des... Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mais justement, c'est cette plaie-là, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est cette plaie-là qui a permis au peuple de sortir. Parce que c'est que ça. Et on rappelle que le sang n'était pas forcément à l'extérieur, tel que le dit Rabbi Shimon et aussi Cécile B2000, mais il était à l'intérieur. C'est ce que nous dit Rashi. Od zikaron lachem. Ça me paraît fondamental de le rappeler. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de voir le sang de quelle maison il va passer au-dessus et quelle maison il va garder, mais nous, on en a besoin. Est-ce que nous, comme j'aime à le dire, on est prêt à prendre la croix de Jésus et le croissant lutte de l'autre analphabète, de lui cracher dessus, de l'écraser en 15 000 morceaux? Est-ce que nous, on est prêt à le faire? Parce que c'est ça qu'on a fait le soir du Seder. Enfin, avant, c'est-à-dire le 10. D'accord? C'est justement Od Zikaron Lachem. Est-ce que nous, on a cette confiance indéfectible envers Akadosh Baruch Hu? La grande surprise, c'est que le SS est venu nous honorer. Alors qu'encore plus, quand on est en train de brûler son Dieu, l'agneau, si vous avez déjà fait un barbecue, ça sent. D'accord? Et il n'a pas bougé un sourcil. D'accord? Peut-être qu'il n'en avait plus aussi avec la lèpre et tout ça. Mais bon. Voilà. Ava le fêter, justement, nous dit le Rav Kook, dans un autre endroit, Mamar Araya, Aofi shel Pesach Mitzrayim. Le sens de Pesach en Égypte, Aloaya bechipazon. C'était rapide. Chipazon à Shechina, chipazon d'Israël, chipazon de Mitzrayim. Tout est fait rapidement. Tout est fait vite. Akol ne'esa b'meirut b'beshetet. Tout est fait le plus rapidement possible. Kezorek chetz mikeshet. Comme si on jetait une flèche de l'arc. Pourquoi? Ine kevutzat ovdei olam. On est en train, que Dieu préserve, d'être emprisonné, mais pas qu'emprisonné physiquement. On est en train d'être emprisonné mentalement, totalement. Asher kimat charechuli gamre, nous dit le Rav Kook, à tel point qu'on a presque oublié et geon nafsham apenimit. On a presque oublié qui on était. Cette situation-là, on parle à l'époque de la Shoah, d'un fort taux d'assimilation. Eh bien, malgré tout, c'est rien à côté de ce qu'était l'Égypte. 49e niveau d'impureté. On a oublié qui on était. Geon nafsham apenimit. Sheshachan bekirbam mikoach moreshet avot. On est géniaux, on a une lumière extraordinaire qui nous anime grâce à l'héritage de nos pères et on l'a presque totalement oublié. Heureusement que même les plus grands étaient dans une situation très précaire. Heureusement, puisqu'on se rappelle que les Lévim travaillaient dans le palais du pharaon, eux aussi étaient en esclavage. Donc on est dans une situation catastrophique. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, Goy Mekerev Goy, nous sorte d'Égypte, d'une main forte, d'une main puissante. Le veau ou l'embryon ne peut pas sortir. Comme j'aime citer ce midrash, il fallait faire une césarienne. Parce que les goyim ne nous permettent pas de sortir. On est totalement impliqués dedans. Et on est devenu, Venieta, Leam Gadol, Malé Otzma. On est devenu un peuple extraordinaire. La preuve, c'est que 3 mois après, on rencontre Akadosh Baruch Hu face à face. 3 mois. C'est rien, 3 mois. 210 ans d'exil. 86 ans d'un joug absolument scandaleux. Et en 3 mois, on est ailleurs. C'est la date de naissance de Myriam.
puisque Myriam, elle a 6 ans de plus que Moshe. Que Moshe, quand il arrive, n'est-ce pas, il a 80 ans. Donc, voilà. Même moi qui suis nul en maths, j'arrive à dire 80 plus 6, ça fait 86. Il y en a, il y a du progrès. Hein. Personne n'a jamais vu ça dans le monde. Donc, il implique que le peuple juif, à ce moment-là, eh bien, est totalement tourné vers lui-même. C'est ça, sa shlemut. Je vais revenir tout à l'heure sur Yaakov. Mais on comprend qu'il est totalement... Toute la fête de Pessah, il n'y a pas un goy. Il n'y a pas de goy de manière générale, à aucune fête. Encore plus à Pessah. C'est l'intimité. Quand, comme j'aime le dire, quand papa est avec maman dans la chambre, le voisin arabe, il ne peut pas rentrer dans la chambre. Ajoute. Arabe, chrétien, goy, ce que vous voulez. Non. C'est ça. Aval. Pessah, c'est tout, Pessah. C'est tout. C'est notre naissance. Et alors? Non, alors, tout le reste, je n'ai pas dit coquille. J'ai dit Pessah, c'est le poumon, le cœur. À partir de là, tout se fait. Avant, rien n'est fait. J'ai bien compris, je crois que ça va plus loin que ça. Pessah, c'est le peuple. C'est la naissance du peuple. La naissance du peuple. Tout à fait. Alors, un peuple. Et alors non, et à partir de là, tout ce qui se passe après vient de là. Oui, mais ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Je sens. Avant de sortir d'Égypte. D'abord, je sens. Je pense que c'est pas ça que je veux dire, mais je préfère mettre en garde. N'oubliez pas que le soir du Seder, nous ne faisons pas un cérémonial historique pour ne remémorer que jadis on était en Égypte. D'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ça qu'il y a tout le Hallel. Nous vivons, n'est-ce pas, la sortie d'Égypte. Quand tu dis que tout est là, c'est vrai, la naissance du peuple, elle est là. Cependant, la Géoula de l'Égypte, je poursuis les propos du rab, vous avez la deuxième ligne, Aval et Ashlemut aklali, chez la mina enoshi, Yashlemu beyemot HaMashiach. Nous dit le Rav Kook, la finalité de l'histoire, la complétion totale sera atteinte au temps messianique. Rien dans cette phrase, vous voyez, j'ai envie de dire, le cœur de l'étude qu'on fait aujourd'hui. La sortie d'Égypte, nous sommes tournés vers nous-mêmes. La première partie du Hallel, c'est avant le repas. La deuxième partie du Hallel, c'est après le repas. Je me permettrai une petite remarque personnelle. On n'a pas encore mangé, on est faible. Après manger, c'est bon, on a des vitamines, on est parti. On a mangé le pain de la liberté, on a mangé la matzah. On est prêt à y aller. Avant la sortie avant le repas, quand on fait cette première partie du Hallel, on est tourné vers nous-mêmes. Il n'y a pas de goy, on ne pense pas au goy, on ne parle pas d'égoïne. Après le repas, la première chose qu'on fait, Shfor Hamatra et la goïne. Et pas. Tu jettes ta colère sur les goïms. Tu ne jettes pas Hamotra. Tu ne jettes pas ta belle-mère. Pas ta belle-mère. Voilà. Shfor Hamatra et la goïm. Tu jettes ta colère sur les goïms. Pourquoi? Parce que maintenant, tu veux réparer le monde. Pour pouvoir réparer le monde, il faut mettre un point final à tous mécréants, à tout acte mauvais qui existe dans le monde. Notre finalité, c'est l'Etakel Malchut Shaddai. Nous voulons réparer le monde. Nous voulons permettre au monde d'accomplir à sa finalité. C'est la deuxième partie. C'est ce qu'il dit, Shlemut Amina Enoshi. Ils vont se compléter. Le monde entier va connaître Akadosh Baruch Hu. Pas connaître seulement intellectuellement, le connaître de tous ses sens. Ne vous trompez pas. On n'a aucune envie, évidemment, que le monde entier soit Israël. Certainement pas. Mais le monde entier atteint un niveau de moralité qui est extraordinaire. C'est que si la première partie du Hallel, on est tourné vers nous, la deuxième partie, on est tourné vers le monde. C'est clair la nuance? Vous voyez à quel point, encore une fois. Maintenant, on peut le comprendre de deux manières. Ou c'est un processus historique. C'est-à-dire qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, il fallait tourner vers nous-mêmes. Mais maintenant que nous sommes chez nous, alors il faut être tourné vers l'extérieur. C'est possible.
Mais je pense que il faut aller plus loin que ça. D'abord, il faut bien comprendre. Dans la première partie, il n'y a aucune réparation des nations. Dans la deuxième partie, nous parlons de la réparation des nations, puisque nous parlons de cette shlemut au niveau de genre humain. À titre illustratif, je vous propose d'abord de regarder ma cour numéro 2. Vaikar shesh meot rechev, bachur vekol rechev mitzraim veshalishim al kulo. On prend 600 charrettes, 600 des gens forts, donc qui ont des animaux qui sont attachés à la charrette, bien évidemment, et shalishim, donc des grands lieutenants qui vont être à la tête de tout ça. Il y a une question qui se pose. L'Égypte est totalement vidée. Elle n'a plus aucune richesse. La question qui s'impose, d'où ils sont sortis les chevaux, d'où le réarmement? C'est fini. Ils ont perdu. C'est même pas cessé le feu. Ils ont perdu la guerre. Cette question-là, elle n'est pas posée par moi. Accord numéro 3. Elle est posée par Rashi lui-même. Imaem kol shararechet. Umechan ayu abehemot halalu. D'où elles sortent ces bêtes? Im tomar Michel Mitzraim. Si tu dis que ça vient de l'Égypte, c'est les Égyptiens qui avaient des richesses. Arei neemar vayamot kol mikne Mitzraim. C'est dit dans le verset que tout le bétail de l'Égypte, il est mort. Donc c'est pas, ça vient pas. D'où ça vient? Bon alors, si tu dis que ça vient d'Israël, je ne parle pas de ceux qui sont morts pendant la plaie de l'obscurité, ils sont déjà morts, il n'y a plus rien. Et si tu parles du peuple juif en tant que tel, qui est sorti d'Égypte, Vei Michel Israël, Ve'alonemar, Ve'gam miknenu ilechimanu. Deuxième ligne de Rashi. D'accord, numéro 3. Si tu dis que ça vient de chez nous, mais nous on est parti avec notre bétail, Yatsu Perechush Gadol, l'homme il est sorti du peuple d'Égypte avec énormément de biens. Donc d'où ça peut venir? Michel mi ayou, d'où ça vient? Min achafim mi pesha beaz, pardon. Min ayare et varachet. Ceux qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, qui n'ont pas participé à ce tollé, à ce qui se passait en Égypte. Oui, j'ai fait un lapsus, j'ai dit les innocents de Gaza, je me suis trompé, excusez-moi. Et donc, il dit ceux qui ont une crainte envers Akadosh Baruch Hu. Et comment c'est possible? S'ils ont une crainte envers Akadosh Baruch Hu, ils ne peuvent pas participer au réarmement de l'Égypte. Ça va la nuance, le jeu de mots? C'est ce qu'il nous dit. Du coup, nous dit Rabbi Shimon, c'est extraordinaire, c'est l'époque. Hein? Rabbi Shimon il dit que comme ces gens qui a priori étaient des gens bien, parce qu'ils n'avaient pas participé au massacre, ou en tout cas à la volonté de détruire Am Israël, au contraire, ils ont eu peur, ils ont pris du recul, malgré tout, ils sont suffisamment pourris, donc ils n'ont pas réparé réellement leur vertu, puisqu'ils vont donner des trésors, ils vont permettre de donner leur bétail aux Égyptiens pour qu'ils puissent courir après Israël, n'est-ce pas, à travers la mer. N'est-ce pas? Nous dit alors, de cela on apprend quoi? Rabbi Shimon, Omer, Kacher chez Bemitzraim, Arog. Même l'Égyptien Kacher, tu le tues, tu l'éclates. N'est-ce pas? Tov chez Banechashim, Retzot et Mocho. Même le serpent qui a l'air sympathique, qui a l'air gentil, tu lui écrases le crâne. D'accord? Bon, c'est à l'époque, bien évidemment. Je ne suis pas en train de faire des amalgames. Mais bon. Mais moi, je le fais avec plaisir. D'accord? Puisque nous avons bien vu sur une population, bien évidemment, nettement plus civilisée que l'Égypte, dois-je le rappeler, Baruch Hashem, il y a eu un cessez-le-feu, et ils ont attendu patiemment le cessez-le-feu. Ils ne se sont pas, que Dieu préserve, réarmés et essayé de nous porter préjudice. Ça ne serait pas envisageable. Alors que pourtant, il y a quand même des innocents à Gaza, des pauvres innocents à Gaza, que nous, les fascistes sionistes, sommes en train de faire un génocide, Bezrat Hashem, Ken Irbus Machot. Voilà. Donc, en tous les cas, vous avez clairement ici cette première indication par rapport à la sortie d'Égypte. Aucune volonté de réparer le monde puisqu'il est irréparable. Et pourtant, il y a déjà quelque chose de latent qui existe, comme le rappelle le Sfatemet, n'est-ce pas? Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte. Ce n'est pas la sortie du peuple juif d'Égypte. Par conséquent, nous comprenons qu'en sortant d'Égypte, on est déjà, malgré nous, en train de réparer le monde. Sauf que la deuxième partie du Hallel, c'est donc une réparation active. Mais pour qu'on puisse réparer réellement le monde,
il était impératif qu'on soit profondément renfermé sur nous-mêmes en Égypte. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on soit dans un ghetto à Goshen, ce que a mis en place Yaakov Avinu avant de descendre en Égypte. Il ne l'a pas demandé à Yosef, il a demandé à Yehuda, comme vous le savez, pour mettre en place ce cocon au sein de l'Égypte, pour qu'on puisse se construire, qu'on puisse mûrir, qu'on puisse grandir. Et une fois que ce cocon a été produit, alors nous pouvons sortir et par la suite, eh bien, pouvoir réparer le monde. Mais n'oublions pas déjà, vous voyez déjà les nuances extraordinaires, même si ce sont deux guéoulottes essentielles, j'ai envie de dire, l'Égypte, c'est la mère de tous les exils et donc la mère de toutes les délivrances. Et malgré tout, on a parlé de la rapidité de la délivrance avec l'Égypte, qui n'est pas celle de Yom Ha'atzmaut. Nous avons parlé du cocon, alors que nous parlons d'être ouvert vers l'extérieur à la dernière délivrance. Nous voyons des nuances déjà essentielles. Et pour ratifier mon propos, regardez d'abord Makor numéro 4. Et après, on va reprendre le texte. Vaishkon Israël, Makor numéro 4 dans Sefer Dvarim. Vaishkon Israël, Petach, Badad, Ein Yaakov. Rien que cette partie-là. Israël va résider avec certitude, et on nous dit, et Ein Yaakov, et Yaakov est isolé. Comment est-ce qu'on peut être isolé et à la fois certain, et à la fois serein? Va nous dire le natif de Vologine, Makor numéro 5. Atam evaer, asher en ke'el yeshurun be'anaga penimit shel hauma. Il ne peut pas y avoir de sérénité, encore une fois, pour la nation, que d'être à la fois certain et à la fois, semble-t-il, solitaire. C'est ce que signifie le verset. Comment est-ce qu'on comprend cela? On va être à la fois certain et à la fois isolé, à la fois sûr de nous-mêmes et à la fois dominateur. Et à la fois douteux. Nous dit le natif de Vologine, Perush Betach I Bemenuchat Hanefesh, Be'ava, Ben Adam Lechavero. On est, encore une fois, serein quand on n'est pas inquiet du lendemain, quand on n'est pas inquiet du lien qu'on entretient avec notre prochain, on se sent aimé, on se sent apprécié, ni même avec une concurrence quelle qu'elle soit, oubli tacharut im sharumot haolam. On n'est pas en guerre. On sait très bien que quand il y a la guerre, il y a une certaine instabilité, un certain questionnement sur l'avenir qui est annoncé. Donc, quand on est bétard, c'est qu'on est déjà dans une dimension où on n'est plus inquiet de rien du tout. D'un autre côté, si on est isolé, c'est qu'en réalité, on n'a pas un lien de fraternité ou d'amitié avec autrui. Au contraire, quelque part, on se referme sur soi. Ou badad, ou beli tarvut yetera imumota olam. Au contraire, quand on est badad, on ne peut pas se mélanger aux autres, aux nations. Bereout, on ne se mélange pas aux autres, on ne se marie pas avec eux. Veitratnut, ela badad, mouvdalim, ou metsuyanim bifnatzmenu. On est entre nous, on est chez nous. D'où l'expression qui est bien connue, ils sont de chez nous. D'accord? Mais ils ne sont pas de chez nous. Je rappelle cette phrase tendre que j'ai souvent dit dans mon adolescence, ainsi que mes copains, ainsi que tous mes amis. C'était, si on ramène une fille à la maison, elle est quoi? Elle est algérienne, marocaine, tunisienne, ashkénaze. Mais toutes ces jeunes filles n'ont jamais mis les pieds ni en Pologne, ni en Algérie, ni en rien du tout. Mais elle est algérienne. Par contre, elle est française, ça sent pas bon. Et pourtant, j'avais une carte d'identité française autant que celle de cette jeune fille. C'est exactement cela. On est entre nous. Ce rapport, encore une fois, de proximité. C'est exactement ce qu'a estimé devoir être Yaakov Avinu. En arrivant en Égypte, Shte midot halalu. Ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas par peur chez Yaakov, parce que Israël, c'est Yaakov, sauf que c'est Yaakov qui s'est battu avec Esav, qui a affronté l'extérieur, qui a affronté la vague. Une fois qu'on a affronté le pharaon, on est prêt éventuellement à faire ça. Mais on n'est pas encore prêt, comme j'ai dit. Ve shte midot halalu, hema el Yaakov. Ainu midato
Umevukasho, Shel Yaakov, Shebanav Yuken. On a besoin d'être profondément soi pour pouvoir après se tourner vers l'extérieur. N'est-ce pas? Donc, la première vertu qui est énoncée, c'est cette vertu, je répète, d'enfermement sur soi à la sortie d'Égypte. La deuxième qui viendra par la suite, c'est cette tournée vers l'extérieur. Et sauf qu'à ce moment-là, on a dit, le peuple n'est pas encore prêt. Donc, a priori, on sort d'Égypte, on rentre en Eretz Israël et on se préoccupe du monde. Sauf qu'il va se passer quelques épisodes entre ça. On peut savoir. Ok, d'accord? Vas-y. Quelle différence y a? Est-ce que ça peut être la même chose, être tourné vers soi, ce que vous venez de dire, être tourné vers soi, ou être enfermé sur soi? À ce moment-là, on est enfermé sur soi. À ce moment-là, on est enfermé sur soi et c'est voulu Oui, pour notre bien-être. Comme j'ai dit, la couveuse, c'est nécessaire, vital. c'est vital, exactement. On doit se construire là-dessus. Exactement, mais c'est important. Sauf que ce qui va se passer après, et c'est ça que ça devient une question importante, c'est que nous allons errer pendant 2000 ans, éparpillés aux quatre coins du monde. Une différence supplémentaire avec l'Égypte. On était dans un même endroit. Quand on sort justement dans les différents exils, on est éparpillé de tous les côtés. En quoi le fait... Non, je n'étale pas ma phrase volontairement encore, je vais attendre en 2 secondes. Okay. Oui, moi, c'est difficile d'assimiler. Je vais réécouter ton cours. Les rattachés. Parce que entre le moment où Moshe entre en Égypte pour dégager tout le monde, faire sortir, et le moment où le peuple sort d'Égypte, c'est passé combien de temps? Le passage de Moshe. 1 an. En 1 an, les 10 plaies d'Égypte. Parce que je n'ai pas bien suivi. L'Égypte, il ne restait plus rien. Alors, quand le peuple est sorti d'Égypte, on aurait dit que la grande richesse, d'où ça venait? je comprends pas ta question. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Le peuple est sorti avec Non. des vaches, des bœufs, des alors, moutons, on l'a dit tout du à l'heure. blé, du machin. Non, et alors? Et le pharaon, après, il a réussi encore avec son armée à vouloir nous détruire. Avec quelle armée? Il n'avait plus rien. Tu veux que je revienne en Il arrière? n'avait plus rien. Je n'ai pas bien suivi. Ah, tu reprendras, j'ai pas revenu en arrière. Voilà. Mais il n'avait plus rien, le pharaon. Oui, Il mais avait zéro. encore une fois, c'est pas ça la question. Je répète justement ce que tu dis et je répète, c'est pas grave, je répète sur ce point-là. Quand on sort d'Égypte, on est tourné vers soi. La preuve, c'est qu'on ne se préoccupe pas de réparer le monde, puisque le monde n'est pas encore capable d'être réparé. Malgré tout, encore une fois, eh bien, il y a une évolution clairement évoquée. Avant la sortie d'Égypte, le monde ne voit pas l'esclavage comme quelque chose de problématique. Il colle à cabot entre l'Égypte et Abraham Lincoln, il va passer quelques années encore entre les deux. On va voir même quelques siècles. D'accord? Donc, on voit bien que le monde n'est pas encore totalement réparé dans sa manière totalement erronée de comprendre la réalité. Et comme je l'ai dit, ce que tu as soulevé maintenant, c'est que même les richesses évoquées justement par les Égyptiens et les bêtes avec lesquelles elles sortent, elles viennent de ceux qui, a priori, avaient fait le choix de ne pas participer, de protéger Israël parmi les Égyptiens et de ne pas participer au combat. Sauf que tu vois que même eux sont pourris. Attends, je peux continuer. Qui dit qu'il le dit? Rachid, ça dit qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas Je pose la question. Alors, on avance. Tu m'as répondu. Le fait c'est que donc, il était impératif, quand on descend en Égypte pendant 210 ans avec Yaakov, qu'on soit, encore une fois, dans ce cadre isolé. Et on a dit que ce n'est pas encore la fin de la Géoula. Il ne faut pas oublier un petit détail que nous dit le Rav Kook. Dans Oroth, c'est une phrase qui est bien connue, n'est-ce pas? Dans Oroth Israël, Vitriato, Agéoula nimshechet veyolechet. La sortie d'Égypte se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à chaque fois un peu plus. Géoulat Mitzrayim ve Géoulat Ha'atid Hashlema I Peula Achat Shaina Poseket. Chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas aussi tranché que de dire à l'époque c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Non, chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. Chaque année, on se retrouve dans cette cohésion profondément hébraïque et on se tourne aussi vers la finalité de la délivrance, c'est-à-dire à savoir réparer totalement le monde. Yad Chazaka en Égypte, Zroa Netouya tourné vers l'avenir. Le bras étendu vers l'avenir. D'accord? Quel boulot.
Pardon? Quel boulot? Pourquoi, de quoi, quel Quel boulot? travail? La suite, ce que vous venez de dire. Et c'est ça, Eh ben oui. c'est important, on est en train de faire ça. Continue. Ça, je vous ai dit que je ramène une source. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être éparpillé? Je vous dis la suite. Vous voyez la suite ensemble. Troisième ligne. Ve'al des pizuram, à Kodem Dafka. Troisième ligne, il y a Ain Yud. Vous avez en plein milieu de la troisième ligne, en plein milieu de la ligne. Allié des pizuram, à Kodem Dafka. Chez Allié des à Pizur, Echel Shem Hashem Leivada Baolam. Mais il y a quelque chose que nous dit le Rav ici qui est, semble-t-il, quand même relativement étrange. À savoir, c'est par le biais de l'exil aux quatre coins du monde que le nom d'Akadosh Baruch Hu va commencer à être pleinement reconnu dans le monde. On pourrait se dire, mais c'est un drame de s'être retrouvé justement en exil, de s'être retrouvé aux quatre coins du monde, n'est-ce pas? C'est pas une bénédiction pour nous d'être là-bas. Assurez-vous, la phrase n'est pas finie. Et je m'arrête sur ce point. En quoi c'est une bénédiction? En quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu commence à être pleinement reconnu dans le monde? Pour je vous donner la réponse, je vous cite. Je vous dirai parfois des sources qui ne sont pas dans la feuille, sinon on n'aurait pas fini. Ce que dit le Rambam dans Ilchot Melachim, Kol hadevarim halalou. Ça, c'est le Rambam qui n'est pas censuré. Précisément parce que parfois, aujourd'hui, Baruch Hashem, il est sorti, le Rambam pas censuré. Et à l'époque, il a été censuré. Toutes ces paroles, tous ces propos tenus par Yeshua Anotsri, Veshel Zeh Ishmaeli, Shehamad Acharav, Einan, Ela Leyasher, Derech, la Melech HaMashiach. C'est ce que dit Rambam, c'est extraordinaire. Ce que a apporté Jésus et l'autre arabe là-bas n'ont qu'un seul but, permettre, comment on dit, sillonner, c'est mettre un chemin avec des gravillons, de donner un, d'ordonner, quoi, de mettre en place le cheminement pour la venue messianique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le monde occidental, comme le monde arabe, par ce don exceptionnel que leur a apporté Israël, même si se sont avérés, bien évidemment, des avortons, etc., et des choses qui ont été profondément dramatiques à l'égard du peuple juif, du point de vue du monde, ça leur a permis d'évoluer. Le petit arabe qui était absolument tordu, le Coran lui a donné un certain nombre de cadres, un certain nombre de normes. Le petit cochon qui courait dans les rues de Paris, eh bien, Charlemagne, n'est-ce pas, en voyant les Juifs dans le Khéder, il a commencé à mettre en place l'école. C'est ça l'évolution. D'accord? La chrétienté, mais non, mais quand tu vois encore une fois la cruauté romaine, qui était totalement dépravée dans plein de domaines, la chrétienté lui a apporté énormément de choses. Je répète, vous me connaissez depuis suffisamment longtemps pour savoir que je ne suis pas du genre à dire du bien des chrétiens et des musulmans. Rassurez-vous, je ne peux pas être suspecté de cela. Merci. Mais quand je regarde, et c'est ce que nous dit le Rambam, en réalité, cette apparition de la chrétienté et de Ishmaël, pour eux, a une valeur considérable. C'est ce que nous dit le Rambam. Veletakel ta'olam kulo, et donc de réparer le monde pour honorer Akadosh Baruch Hu beyachad. Comment? Parce que le monde a commencé à se remplir malgré tout de paroles messianiques, de paroles de Torah, de parler de mitzvot, encore une fois, même dans les villes, les endroits les plus éloignés possibles, même ceux qui étaient totalement, comme on dit, les plus abominables, les plus idolâtres possibles. D'accord? Ça a apporté une certaine évolution. Je répète, on en prend le risque, parce que ça a eu comme implication sur nous. Donc, quelque part, puisque c'est ça l'objectif, c'est de sauver le monde, c'est de réparer le monde, donc il y a une valeur à cela. Mais, on reprend la propos du Rav, mais ça ne s'arrête pas là. Avaloni gemera da'at Hashem. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et je vous rappelle, da'at, c'est l'adhésion totale, ne s'arrête pas là. Mais elle ne peut pas se finir là-bas. Ve'i efshar shetigamer ba'olam ki'im be'aramat karnam shel Israël. Comment cette connaissance aboutie, complète d'Akadosh Baruch Hu peut réellement prendre son sens au moment où Am Israël, justement, eh bien, retrouve sa force, retrouve sa place. C'est quoi Karnam chez Israël? C'est Keren Meshicho, c'est la messianité,
c'est l'entité politique qui retrouve sa place en Eretz Israël. Donc, on comprend, et je me permets de vous rapporter par rapport à ce propos, de partir à l'extérieur pour revenir à l'intérieur, pour mieux saisir ce propos encore, je vous propose de voir la source numéro 6 du Rav Kook en bas. Que le Rav nous dit justement, Kabetz kavecha me arba kadfot haaretz. Il nous ramène, n'est-ce pas, des 4 coins de la terre. Que dit le Rav Kook, Ayedia azot, cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Veshoresh haemuna betarata, et la racine de la confiance envers Akadosh Baruch Hu dans toute sa pureté, dans toute son élévation. C'est quoi? Amechaber et akedusha aromema, de rattacher ensemble la luminosité, j'ai envie de dire, la parole divine, la plus élevée, la plus supérieure qui existe, chez l'Or En Sof, de cette lumière infinie du Créateur, de la rattacher, Ima kedusha choderet bechol haolamim ou bechol haitzurim kulam, de l'amener à tous les domaines de la vie, à toute la création tout entière. Alors, Isgulat Israël, la seule nation qui est capable de mettre ça au monde, le Kli Kiboul, comme on dit, Kli, je rappelle le Spatémet, Cohen, Lévi, Israël, le seul ustensile qui est capable de mettre ça en place, c'est Israël. Ça veut dire que quand on sort d'Égypte, on est tourné vers nous-mêmes, en rapport direct avec Akadosh Baruch Hu, on est à la, j'ai envie de dire, à la yeshiva, on est dans cette intimité totale, pour par la suite pouvoir en réalité eh bien, réparer le monde. Réparer le monde ne veut pas forcément dire partir parmi eux. Ça a une part de réparation. Mais on voit avec le Rav que ça prend encore plus sa place quand on est revenu chez nous. On ne se rend pas compte au moment où nous mangeons eh bien, un bon couscous, en disant Boré Miné Maisonot, on ne se rend pas compte à quel point cela a des répercussions sur le monde d'un point de vue écologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue tout ce que vous voulez. On ne se rend pas compte. Le fait qu'on n'en soit pas conscient et qu'on ne se rende pas compte ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ne veut pas dire que ce n'est pas réel, même si ce n'est pas visible a priori. Je ne sais pas si vous avez raconté une fois cette anecdote qu'à Sukkot, il y a quelques années de cela, il y avait un Hollandais qui avait un t-shirt avec Am Israël Chai. C'est ça? Vous avez raconté cette anecdote? Et cet Hollandais n'était pas juif. Il me dit, Monsieur Kotel, il me dit, You are a Jew, right? Je fais, bah oui, je suis juif. Ah, so amazing, wonderful. Je peux te serrer la main et tout. Je fais, bah, regarde. Mais le type, il tremblait, il était ému, il avait serré la main d'un juif. Et moi, j'étais, ouais, bah ouais. Je suis dans les moi. Le pauvre comment l'arabe, il nous dit. Et ce que je veux dire par là, dans le fond, encore une fois, c'est qu'il y a une prise de connaissance, une prise de conscience totale de ce que nous représentons à l'échelle, encore une fois, du monde entier. Bon gré, malgré nous. C'est en cela où cette sainteté extraordinaire, nous sommes capables de la rattacher justement à la terre. C'est toute cette problématique que nous dit le Rav. Mais l'une des raisons que nous donne le Rav, pourquoi nous sommes partis en exil, c'est justement pour attacher cette expression de sainteté à la dimension terrestre. Je vous rappelle, Yaakov devient Israël après s'être battu avec l'ange des Saves. Les Arba Kadfotarek, sur 4 coins du monde. Tout cela avec un seul but. Kedei le Tamem et Achazon. Et Tamem, ça vient de Tamim, de compléter totalement. Et Achazon, Shimalek Vod Hashem et Kol Haaretz. Pour que justement la finalité du projet divin, à savoir que la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, remplisse toute la terre. Vedat Elohe Emet Tardor Bechol Lev. La connaissance d'Akadosh Baruch Hu va scruter, va être inscrite dans chaque cœur, dans chaque dignité humaine, dans chaque souffle. À Pizur Omnam Oil Raklach Nitalevavot. Cet exil n'a eu qu'un seul sens, préparer les cœurs. Chez Achakar, Bet Asher Ageoula Eliona Nitzrit. Jusqu'au moment où la délivrance supérieure, extraordinaire, éternelle va se révéler pleinement,
Tegalé Aliédé Kibbutz Kaveh Hashem. Quand est-ce que justement cette délivrance, qui était une préfiguration à travers l'exil parmi les nations, prend tout son sens? Au moment où nous revenons en Eretz Israël. Mais Arba Kanfot Haaret, la Eretz Remda. Des quatre coins du monde, au moment où nous retrouvons notre terre. C'est ce que je répète, ce qu'on appelle le Hallel Agadol. Le Hallel qui se tourne, le grand Hallel. C'est à ce moment-là où on boit le 3e et le 4e verre, la Grèce et Édom, et aussi, pour une partie d'entre nous, le 5e verre. Évidemment, c'est en référence à la délivrance que nous vivons actuellement. Az Yashuva Ragadol Ine. Alors à ce moment-là, on retrouvera la grande lumière. Sheldat Elohe Emet, la connaissance du Dieu un, du Dieu vrai, Léophia d'apparaître. Bechol Odo Ve'adaro, mais Eretz Remda al Kol Katzve'aret. Quand le Ham Israël va revenir sur sa terre, à ce moment-là, la lumière va commencer à luire dans le monde entier. Les gens disent que ça va très mal dans le monde, c'est faux. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui que ça n'a été depuis 2000 ans. Il faut étudier l'histoire. Il faut regarder encore une fois ce qui se passe dans l'histoire depuis 2000 ans et de voir ce que nous avons le privilège de vivre aujourd'hui. Et là-dessus, alors je vais être fasciste, il n'y a même pas de négociation possible. Le monde va mieux aujourd'hui. C'est un fait établi. Quand je dis le monde va mieux, à tous les niveaux. Non, mais il n'y avait pas de discussion à avoir. Le monde va mieux. Oui. Mais pour le monde, mais justement, le monde va mieux. Parce que les 2000 ans, les a passés. D'abord, tu as tout à fait raison, mais justement, plus ça va bien pour l'Am Israël, plus ça a des répercussions sur le monde entier. D'accord? Mais il ne faut pas oublier, comme j'aime à le dire, un détail très ponctuel, très visible, très concret. Toute famille dans le monde avait au moins un avortement par famille. Un avortement naturel. Mettre un enfant au monde, c'était connu d'avance qu'il y avait une chance sur 1,5 que l'enfant allait mourir. Aujourd'hui, vous avez la grande majorité du monde, même dans des pays un peu moins riches, on va dire, mais je ne parle pas de Gaza, on met Gaza de côté, c'est un autre, qui ont une réalité qui est totalement différente. Une réalité qui est totalement différente. Évidemment, il y a des pays en guerre. Il est certain qu'il y a des filtrages qui sont opérés. Il y a une remarque, une fois que j'ai évoquée, c'est qu'il y a quelques années de cela, encore il y a pas quelques générations, quelques années de cela, tout ce qui était, comment dirais-je, abusé d'une femme, abusé d'un enfant, abusé de son enfant, était un secret de polichinelle. Tout le monde savait pertinemment que dans chaque famille, dans chaque petit village français, il y avait des réalités absolument dramatiques. Aujourd'hui, il y a une loi qui interdit. C'est officiel. Qui condamne. Excusez-moi d'être aussi... là, c'est du concret. Il y a des réalités. Il me colle à cavote tout ce qu'on entend sur ces acteurs, ces machins, mais tout. On est tous, encore une fois, on les entend ici et là, ces réalités-là. Mais il y a quelques années, c'était monnaie courante. Je n'ai même pas dit quelques générations, j'ai dit quelques années. Donc, on voit que le monde va de mieux en mieux par rapport à cela. Est-ce que le monde est réparé? Est-ce que le monde, encore une fois, est arrivé à son optimum? Certainement pas. Mais ça provient du fait que l'âme Israël, encore une fois, est revenu sur sa terre. Ah, là, oui. D'accord? C'est ce qu'on a dit, c'est relié à ça. Parce que la réparation totale peut se faire. Ken Dov, j'entends. Le monde est revenu, pourquoi? Il y a Dov qui veut contredire. Le monde est revenu, pourquoi? Parce que le poumon, il bat. Ça dit. Le cœur, il bat. Qui c'est le cœur? Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années, même, voire plus longtemps, la force des médias n'était pas ce qu'elle est actuellement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. On peut savoir sur l'instant, grâce à ça, justement, ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Ça, c'est tout à fait vrai. Sauf que, comme tu as dit, la force des médias aussi, elle est là pour te dire que tout va mal. Ah, mais aussi. D'accord? Mais justement, c'est pour ça que j'insiste. On ne sait pas, malheureusement, la réalité des médias. On a déjà vu plusieurs fois. Tu peux voir les médias. Tu peux voir, à titre d'exemple concret, tu peux voir dans les médias français, on va dire, je n'ai pas vu tous les médias français, mais quelques-uns en tout cas, tu peux comprendre que Elon Musk et Donald Trump, c'est Hitler et Göring. D'accord?
tu comprends qu'on a l'impression que réellement c'est Hitler et Göring, si tu entends les informations françaises. Tu peux comprendre qu'il est évident qu'entre la Russie et l'Ukraine, il y a les gentils et les méchants. D'accord? Donc, je suis très prudent par rapport à tout ça. Tu as raison par rapport à la connaissance, mais aujourd'hui, même les médias sont conscients que l'information réelle ne passe plus directement par eux. Oui, mais il y a une chose. On n'a pas entendu la réflexion de Dov, je crois. Il dit que grâce aux médias, aujourd'hui, on a une possibilité de connaître assez rapidement. On a une possibilité de connaître assez rapidement ce qui se passe au bout du monde. D'accord? Ah oui. Mais je répète. Il y a une chose qu'on ne compte pas, c'est que le média, pourquoi il fait ça? Parce que ça rapporte de l'argent, c'est tout. Ça les enrichit, les médias, de raconter qu'une nana s'est fait violer en Afghanistan ou n'importe où. Tu as 100% raison. Mais je je t'ai déjà dit, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, et c'est bien que tu me permettes de revenir là-dessus. Quand j'ai dit la chrétienté et l'islam, ce qu'elles ont apporté, on est conscient encore une fois aussi des drames qu'elles ont apportés. D'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, j'ai coutume d'expliquer cette image qui a été trompée, que le Rav Kook lui-même a enseigné. Quand nous sommes parmi les nations, et c'est pour ça que je dis que le monde va mieux. On a l'impression que le monde ne va pas forcément mieux, mais j'insiste pour dire que le monde va mieux. Quand nous sommes parmi les nations, nous avons le sentiment que le monde allait mieux. Parce qu'en réalité, ce qu'appelle le Rav Kook, on a influencé l'enveloppe. Mais la lettre qui était à l'intérieur, elle était toujours aussi pourrie. Quand nous revenons en Eretz Israël, l'enveloppe, elle tombe. Les corps sont en train de tomber. Et donc, la lettre qui était pourrie à l'intérieur, qu'on a l'impression que tout va mal, en réalité, ça va de mieux en mieux. Parce que la lettre est en train, encore une fois... Pour eux, oui. Et pour nous aussi, dans la mer, par rapport à ça. Mais on n'est pas obligé, comme j'aime à le dire, que d'être en église, c'est une chose, d'être à Auschwitz, c'est une autre chose. D'accord? Et c'est pour ça que je reprends. Vous comprenez à quel point la finalité de cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'arrêter à être présent parmi l'exil. On ne va pas entendre un juif qui va dire « mais l'État d'Israël a besoin des juifs en diaspora ». Personne ne dira un truc pareil, surtout aujourd'hui, alors que nous sommes chez nous. Ça n'existe pas. Mais non, les juifs de diaspora ne disent pas ça, que Dieu préserve. Sinon, ils seront en contradiction avec la Torah, c'est pas possible. Voilà. Je cite. Est-ce que tu veux que je répète les propos du Rav Kook? Oui, non. D'accord? Rassurez-vous, je suis beaucoup moins naïf que j'en ai l'air. Je cite le ministre de la Santé du gouvernement du Hamas. Point. Voilà ce qu'on lit sur des papiers médias. Ça dit qu'on peut avancer. Non, par accident, j'ai dit ça. David, on reste sur des choses encore une fois. Non, le monde va mieux. Non, mais encore une fois, le monde. Tu as une fausse information que le monde ne va pas Le média, c'est une pourriture. D'accord, mais ça ne change pas la réalité. Tout ce qui arrive, c'est lui. David, ça n'a rien à voir avec la réalité. Non, c'est pas parce qu'ils te disent que ça va mal. Non, nous, on s'en fout, nous. Moi, je m'en fous. Moi, en tant que juif, je me fous et personne que fait le voisin. Là, moi, je m'en fous pas, parce que justement, on veut réparer le monde. On veut réparer le monde. Et on veut réparer le monde, tu le dis, taxi. On veut réparer le monde et on le dit 3 fois par jour qu'on veut réparer le monde. On le dit, allez-nous les Shabéach, etc., les Takem, Alchut, Shaddai. On le dit 3 fois. Et j'insiste, parce que là, on parle des médias, on parle du ministre de Hamas. Rabotai, je vous promets, je vous insiste. Le jour de Pessah, mais genre, je m'en contrefous à un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. Je n'ai pas dit que je me foutais des soldats, attention, ne me prenez pas mes propos. Mais le jour de Pessah, on est loin, on est ailleurs. On est hors temps, on est hors norme. Le jour, ce que je vous parle là, c'est la réparation du monde. Ce qui est largement induit dans la prière de Alléluia Shabbat, et c'est ça qui est fascinant, c'est que celui qui a fixé la prière de Alléluia Shabbat, c'est Yoshua bin Nun, au moment où il est en train de reconquérir Eretz Israël. Donc ce que dit le Rav Kook, c'est déjà induit dans cette liturgie fixée par nos maîtres. D'accord? Donc c'est ça que je veux dire. L'élévation d'Israël, Alken, 4e ligne. Alken, Beyot Hashlemut Enoshi, Aklali, Ba Aliedenu, les Mot HaMashiach. La complétion de l'humanité
J'irai même plus loin que le Rav Kook. La complétion du monde entier ne prend son sens réellement qu'à l'époque messianique par nous, avec nous. Quand le Rav dit Klali, j'insiste, Klali, ce n'est pas Am Israël. Le Am Israël, à ce moment-là, pour le Rav Kook, c'est Prati. L'individu, c'est le peuple juif. Le Klal, on a suffisamment abordé la question de Klal et de Prat. Le Klal, c'est la création tout entière. Aujourd'hui, j'ai dit à un cours que j'ai fait aux soldats, j'aurais dit, rappelez-vous bien, parce que c'est des derniers cours avant qu'ils passent après Bédinza, rappelez-vous bien, puisqu'ils sont tous appréciés mes cousins, je suis profondément raciste. Je suis un fasciste, d'un côté. Je suis profondément nationaliste. Mais, alva, que tous les nationalistes soient des nationalistes comme moi, je suis nationaliste. Parce que le nationalisme auquel j'appartiens, c'est un nationalisme qui n'a qu'une seule volonté, qu'une seule vocation, de réparer le monde. On n'a jamais entendu Hitler, il marchait mauvais école à Avdil, on n'a jamais entendu Hitler dire « je ne pense qu'à une seule chose, le bien de l'humanité ». Non, je pense à la race aryenne. On n'a jamais entendu Mohammed dire que le monde, si Dieu veut, c'est Allah Akbar et que le monde aille bien. On n'a jamais entendu la chrétienté dans ses grandes heures avec un seul objectif, que le monde aille vraiment bien. C'est ça ce que nous parlons. On est profondément attaché à la nation pour réparer le monde. On plante une caravane en plein Judée-Samarie, on ne sait pas à quel point ça va sauver je sais pas quoi, les requins blancs au bout du monde. On ne sait pas, et pourtant c'est vrai. Chez Az, justement, ni trop même, on va s'élever BM, Liot Mamlechet Kohanim. Qu'est-ce qui a été dit au Har Sinaï? Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Quand est-ce qu'on a été, une fois dans notre histoire, une nation animée par des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu à l'époque de Shlomo? À l'époque de Shlomo Améler, c'est une période très courte. En réalité, ce que nous voulons pour l'éternité, après la sortie d'Égypte, il y a eu des exils. Après Yom Ha'atzmaut, il n'y a plus d'exil. C'est fini. Et c'est là où on commence à devenir cette nation que nous appartenons. Ah, Ziyesh Yaboud Malchouyot. Et à ce moment-là, bien évidemment, je reprends mon propos. Quand vous avez un grand soleil et que vous voulez vous éclairer avec une petite bougie, c'est mignon, c'est ridicule, aval. Quand le monde est totalement dans l'obscurité, on a besoin de cette bougie. Mais Yom Ha'atzmaut, ceux qui en sont conscients, et quand ça va devenir, au sens où ça doit l'être, un Yom Tov Shalem, un vrai Yom Tov, et pas à moitié, et pas une Haftara sans bracha, à ce moment-là, mais c'est le soleil par rapport à la bougie. C'est pour ça qu'il dit que Shi'abud Malchuyot Ikara Matara Ve'ashlemut Aleumi Aprati, quand justement on va être totalement perdre le joug des nations, totalement justement retrouver notre cohérence nationale, donc individuelle, en réalité, elle a moins de valeur que la fin des temps. Tfela l'obemaase. Shegvar lo niye nitzrachim lechaven pene hamaasim lashlemut aprati shelanu. Comme la nation sera clairement énoncée comme étant kol amer tzadikim, tout le Ham Israël est animé par la Gdusha, on n'a pas besoin, on n'a pas de crainte à avoir. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, Yaakov en Égypte et Israël quand on revient en Eretz Israël. Quand on est à l'époque où il faut justement, de peur de ce qu'on devra affronter face aux nations, on a besoin de se protéger, de se regrouper. Mais quand on est certain, quand on n'a pas peur de dire au monde, voilà les faits, on est déjà à un autre stade et on répare réellement le monde. Chez Niskebo, Kvar Beshlemuto. On a déjà atteint cette pleine perfection. On n'a pas besoin de moyens. Nous nous assumons pleinement. Aval, cet effort essentiel qui doit être fait. Je fais une bénédiction, je mange ma pomme, je répare le monde en mangeant ma pomme. Comment je sais ça? Ça vous paraît pompeux? Très bien. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech Israël. Non, melech haolam.
En mangeant ma pomme, je rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde qui a créé ce fruit pour moi. Boré Peri Aetz. Ou Be'asher Yefshar, Sheimashir Hatikun HaKlali, mais cette réparation totale du monde ne peut se faire qui im al yedem Maaseh HaTorah v'Hamitzvot shebe Israël. Si ce n'est par la réalité de Ham Israël qui est animé par la Torah, qui est animé par les mitzvot en Israël. Comprend ici au sens du peuple juif et en Eretz Israël. La terre de la parole, la terre de la prophétie. À ce moment-là, Tiye Megamat HaMaasim Peikara, à ce moment-là, nos actes auront une valeur extraordinaire, puisqu'ils sont, ils sont reconnus, les Tzorer Klal HaEnoshiyut, pour l'humanité tout entière. Pourquoi juste après le Birkat Amazon, la première chose qu'on fait, c'est Shfor Chamatra El Hagoyim, déverse ta colère sur les Goïm? Ce n'est pas une volonté cruelle, bête. C'est beaucoup plus fort que cela. Enlève le mal sur terre. On est prêt à l'affronter. On est prêt à l'assumer. Enlève ceux qui profanent ton nom. Enlève, puisqu'ils profanent ton nom, enlève ceux qui sont méprisants envers ton fils aîné, envers ton peuple. Mais ça, on l'a reconnu dès le début du Seder, avec Kadesh, l'impératif, qui dit qu'on se reconnaît comme étant choyé par le Ham Israël. Mais je ne suis pas religieux, mais j'y connais rien, mais je mange du porc. On s'en fout. D'abord, tu dois savoir que nous sommes le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. La race aryenne, c'est moi. Je suis grand, blond, aux yeux bleus. Ou Bederer Tafel, להרים, חס ושלום, ובדרך תפל להרים השלמות של כל הפרט של ישראל. C'est moins important à ce moment-là de se préoccuper de chaque juif, savoir si c'est un tzaddik ou non. L'Am Israël fait Shabbat. Mais il y a des juifs qui ne vont pas à Shabbat. Non, ils vont faire. Ils font d'autres choses bien. Mais le Am Israël a cette identité présente. Le peuple, l'entité colossale du peuple. La présence même, n'est-ce pas, du Ham Israël en Eretz Israël est déjà une réparation. Je vous rappelle quand même que Gadol, Ael à Gadol, à Gibor Vanora, Gadol s'est rattaché au Chesed, à la grâce. Le Halel à Gadol, justement, ne met pas en évidence si nous sommes méritants de revenir en Eretz Israël. Ça, c'est rattaché à l'Égypte. Le Halel à Gadol met en évidence le fait que ce n'est pas pour vous, si vous vous rappelez la paracha de Para qu'on avait fait, ce n'est pas parce que vous êtes bien comporté que je vous ramène chez nous, que je vous ramène à la maison. C'est pour honorer mon nom, dit Akadosh Baruch Hu. Iné le Halel Gadol. C'est le peuple qui retrouve son sens. Chez Nimshach Mietziat Mitzrayim, qui se poursuit de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle englobe tout en elle. On a 4 royaumes, comme vous savez, il n'y a pas l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la mère des exils. D'accord? Mipnei sheshlemut atzmam ta'ale gam ken mi'elea al yedei or Hashem. Plus l'âme Israël va retrouver sa cohésion, plus automatiquement il va être illuminé, éclairé par Akadosh Baruch Hu. Tout à l'heure, j'entendais ça va mieux, même pour parler de l'âme Israël simplement, pour être encore plus humble, on va dire. Il y a encore 2 ans, encore 3 ans, on avait des députés arabes à la Knesset. Il y a encore 3 ans, nous avions pour... Non, pas les députés arabes, ce ne sera pas des députés à la Knesset. Ça va aussi disparaître. On avait des ministres dans le gouvernement, des ministres arabes. Il y a encore 3 ans, il y avait un objectif clairement défini par certains membres du gouvernement, que cet État doit devenir un État pour tous ses citoyens. Il y avait comme ça un rêve. Il y avait encore 3 ans, il ne fallait surtout pas parler de propos spirituels, religieux, toraniques au sein des infrastructures publiques, à commencer par l'armée. Ça, il y a encore 3 ans. Il y a encore près de 20 ans, il ne fallait surtout pas parler de Mashiach auprès d'un Premier ministre qui est décédé depuis, dont je tairai le nom pour parler du mal d'Arik Sharon, et à l'époque du Gush Katif. Parlez-moi de ce que vous voulez, ne parlez pas de Mashiach. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez des juifs qui aujourd'hui mettent des tzitziot, alors que je ne suis pas sûr qu'au niveau toranique, ils soient très pratiquants ou pas pratiquants. Ils auraient pu mettre autre chose. Non, ils ont mis des tzitziot. Il y a des chefs d'état-major, il y a des lieutenants, pour être plus précis,
qui font des discours avant de rentrer à Gaza, que si ce n'est pas de la hadata, comme on dit en hébreu, si ce n'est pas de l'imposition religieuse, alors je ne sais pas ce que c'est. Vous avez certains juifs qui ont osé, au grand désarroi d'un chef d'état-major qui depuis Baruch Hashem est parti, oser mettre un patch Mashiach sur leur uniforme militaire. Et il leur a fait enlever. Mais s'il leur a fait enlever, c'est qu'il a vu qu'il commençait à avoir un problème. Quand je vous dis que ça va mieux, ça va mieux. Exactement. Parce que justement, c'est pour mettre en évidence que le peuple juif, encore une fois, étape par étape, retrouve sa cohésion pleine. Et elle ne peut se faire, même si on n'en est pas conscient, elle ne se fait que par la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comment je peux affirmer que le monde va mieux? Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu a dit que le monde allait mieux. Donc, pour reprendre ta remarque très juste sur les médias, mais alors je m'en contrefous. Mais alors, à un point, on ne pouvait pas imaginer. Je l'ai dit, hein, que je m'en contrefous aussi. Je suis les médias une fois par semaine. Mais ce qui importe, vous comprenez à quel point la nuance essentielle entre Pessah Mitzrayim et Pessah pour les générations. C'est pour ça que quand on va fêter Pessah, on n'est pas en train de se remémorer d'une cérémonie qui s'est passée il y a des siècles et des siècles, mais on est en train de vivre aujourd'hui la vitalité, encore une fois, que représente Pessah pour toutes les générations. Adkan, s'il y a des questions, je vous écoute. Non, mais faut dire Rambam concernant. Toda Rabba. Avec plaisir, Razak. Dans le mot, Ok. Tenez les mains. Exactement. reprendre Exactement. sur des branches, Ce que dit Guy, pour ceux qui n'ont pas entendu, il dit la démonstration des festivités. Il dit, Guy, sur la démonstration des fêtes, même fêtées des fêtes célébrées par les nations tout entières, sont clairement une influence, un pâle plagiat de la tradition juive. Entre parenthèses, si vous ne le saviez pas, les musulmans ont l'usage de faire le tour de la Mecque 7 fois. Ce qui évidemment n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir, mais ça a à voir malgré tout d'entourer le Misbéach, n'est-ce pas, l'hôtel à Sukkot. Vous voyez à quel point, encore une fois, ils ont pâlement copié en essayant de déraciner son origine. Exactement, exactement. Mais ça a permis au monde d'aller un peu mieux. En tout cas, Pessah Kasher et sa mère à vous tous, Bezrat Hashem, et mercredi prochain, on verra. Mardi prochain. On se tient au courant, Bezrat Hashem. On voit au mieux. Bochim Tiyou.